Après avoir introduit certaines notions liées aux ressources naturelles, passons maintenant aux impacts environnementaux liés aux émissions vers l'environnement. Afin de caractériser et de décrire un impact environnemental lié à une émission vers l'environnement, on établit en général une chaîne de cause à effet qui permet de relier l'émission d'un polluant, la cause, à des modifications de mécanismes environnementaux, impact, et enfin à des dommages finaux, que ce soit sur la santé humaine ou les écosystèmes. Ici, je vous ai présenté l'exemple d'une chaîne de cause à effet possible pour la problématique du changement climatique. Il existe une multitude de chaînes de cause à effet, notamment pour le changement climatique. Dans ce cours, nous allons nous intéresser au changement climatique, bien entendu, mais aussi aux autres impacts principaux des activités humaines. Pour ce qui est du changement climatique, voyons voir quelles sont les émissions anthropiques qui participent à cet impact, c'est-à-dire les gaz à effet de serre. C'est le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Il est notamment émis par deux types de processus, la combustion d'énergie fossile et la déforestation. Si nous reprenons le cycle du carbone naturel que j'ai présenté précédemment, nous pouvons ajouter un nouveau compartiment qui génère des flux de carbone. C'est la technosphère, ici en rouge. Alors je vous rappelle que la technosphère, c'est le siège des activités humaines. Alors, la technosphère, elle va générer des flux de carbone liés à ces activités, et ces flux ne sont pas négligeables au regard des autres flux. Effectivement, l'extraction des ressources fossiles et ensuite leur combustion va générer dans un temps très court d'importantes quantités de carbone, de dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, en fait, il provient de carbone qui a été capté il y a des millions et des millions d'années. Aussi, la déforestation va générer un déficit de photosynthèse par la biosphère. Ainsi, les activités humaines créent un déséquilibre dans le cycle du carbone et augmentent la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Par an, cela correspond à environ 5 à 6 gigatonnes de carbone en plus dans l'atmosphère. Mis à part le CO2, nous pouvons aussi citer d'autres gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Alors tout d'abord, le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O, qui proviennent de processus de fermentation et de fertilisation, principalement en agriculture. Alors on peut citer par exemple l'élevage de bovins, qui va générer du méthane, ou encore l'épandage d'engrais azotés sur nos champs, qui va générer du protoxyde d'azote, N2O. Le traitement des eaux usées émet aussi ce type de molécules. Enfin, on peut aussi citer certains gaz frigorigènes tels que les halocarbures HFC qui sont utilisés dans les frigos notamment. Alors, les quantités de gaz à effet de serre émis par les activités humaines sont en constante augmentation, comme le montre ce graphe retraçant les émissions depuis plus de 40 ans. Alors, ces émissions suivent l'augmentation de l'utilisation des ressources fossiles et elles sont totalement corrélées. En 1970, 27 gigatonnes équivalents de CO2 ont été émis dans l'atmosphère. En 2019, cette valeur a doublé pour atteindre 53,5 gigatonnes. Alors, c'est le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre, à hauteur de 65% de la contribution totale, comme on peut le voir sur ce graphe. En termes de secteur d'activité, environ tous les secteurs sont responsables de ces émissions. La production d'énergie, que ce soit l'électricité, le chauffage, l'industrie, la mobilité, l'agriculture, sont les grands 4 secteurs responsables. Alors, ces émissions ont largement augmenté la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ici, sur cette slide, l'axe des abscisses représente les 2000 dernières années, avec un focus ensuite sur les 250 dernières années. Il est possible en fait de connaître des concentrations dans le passé, bien entendu grâce à des prélèvements dans la glace, des carottages qui permettent de mesurer la concentration dans les dernières années.
Alors nous pouvons voir sur le graphe du haut que la concentration de CO2 dans l'atmosphère reste stable autour de 280 ppm pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, cette concentration, elle est de 415 ppm. Donc c'est un chiffre à retenir, hein, c'est un nouveau record qui a été établi assez récemment, d'une concentration donc qui, année après année, augmente. Pour le méthane et le protoxyde d'azote, c'est la même histoire, avec des concentrations certes beaucoup plus faibles. Pour le méthane, hein, on est passé de 600 à 1800 parties par milliard, ppb. Pour le protoxyde d'azote, on est passé de 260 à 320 parties par milliard. Donc encore une fois, dans les 200-250 dernières années, hein, suite aux révolutions industrielles. L'augmentation de ces concentrations engendre une augmentation de l'effet de serre dans l'atmosphère qui peut être caractérisée par le forçage radiatif, ce que nous allons voir de suite. Alors, comme vous le savez, l'effet de serre est un processus naturel et très important afin de conserver des températures acceptables à la surface de la Terre. Lorsque le rayonnement solaire atteint l'atmosphère terrestre, une partie est directement réfléchie sous forme de rayonnement infrarouge, la flèche rouge sur le graphe. Or, certaines molécules, dites gaz à effet de serre, vont absorber ce rayonnement infrarouge et ainsi augmenter l'énergie reçue par le système Terre. Les principaux gaz à effet de serre sont cités ici. Donc, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, ozone, méthane, protoxyde d'azote. Il faut savoir que les activités humaines influent largement sur trois de ces principaux gaz, hein, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. On caractérise l'augmentation de l'effet de serre par le forçage radiatif. Le forçage radiatif, c'est la différence entre l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise par un système climatique donné, par exemple celui de la Terre. Lorsque le forçage radiatif augmente, il y a réchauffement du système. C'est le cas avec les émissions de gaz à effet de serre qui absorbent les rayonnements infrarouges et donc augmentent l'énergie reçue par le système Terre. On peut voir en bas à droite l'évolution du forçage radiatif dû à ces différents gaz, notamment dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote. L'augmentation du forçage radiatif induit l'augmentation de l'énergie reçue par le système Terre et il y a donc augmentation des températures. Depuis la période pré-industrielle, nous avons observé une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre de 1 degré. Cette augmentation de température est ressentie dans toutes les régions du monde, comme le montre cette carte. Nous verrons plus tard qu'il est très important de limiter le réchauffement à plus 2 degrés, voire plus 1,5 degré. Il y a une hausse de température de l'atmosphère, mais aussi une hausse de température des océans, comme le montrent ces différentes courbes. On peut aussi voir ici que les résultats des modélisations des températures, représentées avec les courbes rouges, par les experts climatiques, concordent avec les observations, qui sont les courbes noires. Les courbes bleues, elles, représentent la modélisation des températures sans émission de gaz à effet de serre anthropique. Dans ce cas, la température modélisée reste stable, ce qui montre que c'est bel et bien les gaz à effet de serre émis par les activités humaines qui participent directement à l'élévation des températures. La conséquence majeure de la hausse des températures est la perturbation du cycle de l'eau, qui va engendrer une modification des précipitations sur Terre. Ces cartes vous montrent l'augmentation ou la diminution des précipitations selon deux scénarios de réchauffement. À gauche, pour 1,5 degré en plus, ou à droite, pour 2 degrés en plus. Dans tous les cas, les conclusions sont les mêmes. Certaines zones déjà arides vont souffrir d'un déficit d'eau très important dans l'avenir, parfois allant jusqu'à moins 20% d'eau dans les zones en rouge. C'est par exemple le cas de la zone méditerranéenne qui nous concerne de près. Dans d'autres zones où les précipitations vont augmenter, cela peut impliquer des événements climatiques extrêmes.
Alors, les modifications du cycle de l'eau vont ensuite engendrer des dommages. Tout d'abord, des dommages sur la biodiversité. Alors, ces dommages sont très divers, mais nous pouvons citer par exemple des phénomènes liés à la sécheresse qui vont engendrer des pertes d'habitat aquatique, comme ce fleuve asséché. Mais il y a aussi, bien entendu, des dommages directs sur la santé humaine. Alors, par exemple, la baisse des précipitations va engendrer une perte de rendement agricole. Ainsi, la nourriture dans les pays en voie de développement est moins accessible. Il n'y a pas de capacité d'adaptation pour ces populations, en tout cas moins de capacité d'adaptation que dans nos pays très développés. Et on va avoir des phénomènes de malnutrition qui vont s'accentuer à cause de ces changements climatiques. Alors, nous allons maintenant passer à une autre chaîne de cause à effet possible liée au changement climatique, c'est la chaîne de causalité relative à la hausse du niveau des mers. Alors, la hausse des températures engendre la fonte des glaces. Il faut savoir que la glace est présente soit sur les étendues d'eau, par exemple avec la banquise, mais aussi sur Terre, avec les glaciers continentaux, comme en montagne ou alors sur l'Antarctique. Néanmoins, on peut déjà se poser la question, est-ce que c'est la fonte de la banquise qui engendre une hausse du niveau des mers? D'après vous? Mais en fait, non. Alors, vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein. Vous prenez un verre rempli d'eau et vous y placez un glaçon. Vous notez le niveau de l'eau et vous attendez que le glaçon fonde. Le niveau n'aura pas changé. C'est le principe d'Archimède qui nous l'explique. Bien, pour la banquise, qui est elle aussi flotte sur la surface océanique, c'est la même chose. La fonte de la banquise ne participe pas, ou en tout cas très très peu, à la hausse du niveau des mers. Les deux principaux facteurs de la hausse du niveau des mers sont tout d'abord la dilatation de l'eau, ce qu'on peut appeler l'expansion thermique due au réchauffement des océans. L'eau va prendre plus de place lorsqu'elle se réchauffe, mais aussi la fonte des glaciers continentaux, qui eux vont ajouter bel et bien des volumes d'eau dans les océans lorsqu'ils vont fondre. Alors, ce graphe représente le volume d'eau en fonction de la température et nous explique le phénomène de dilatation thermique des océans. Voyons qu'on a augmentation du volume lorsqu'il y a augmentation de la température de l'eau. En 20 ans, le niveau des mers a augmenté d'environ 6 cm en moyenne. Selon les modélisations, il est prévu que ce niveau augmente de 40 cm à 1 mètre d'ici 2100, ce qui aura des conséquences graves pour les populations habitant dans les zones côtières. En conclusion, nous avons vu que l'émission de gaz à effet de serre générait d'importantes modifications dans l'environnement, comme par exemple la hausse des températures, les perturbations du cycle de l'eau, des sécheresses dans les zones en déficit de précipitation, l'occurrence d'événements climatiques extrêmes ou encore la hausse du niveau des mers. Alors, tous ces phénomènes sont des modifications faites à l'environnement sans préjuger des dommages sur la santé humaine, les écosystèmes ou l'économie. Mais néanmoins, nous avons bel et bien des dommages directement sur la santé humaine, avec par exemple la mortalité due à l'élévation des températures via des canicules, l'augmentation de la zone d'influence de certaines maladies, une accessibilité limitée à l'eau, pour l'agriculture notamment, ou une mortalité et des maladies dues aux événements climatiques extrêmes. En ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes, il va y avoir une difficulté d'adaptation et de migration. La faune et la flore vont devoir donc s'adapter à ces changements brusques. Il va aussi avoir l'apparition de ce qu'on appelle les espèces invasives et des pertes d'habitat, que ce soit des habitats aquatiques terrestres ou des habitats terrestres forêts à cause des incendies. Enfin, d'un point de vue socio-économique, des problèmes, bien entendu, vont apparaître,
migration des populations et augmentation des coûts de protection à cause de l'augmentation du niveau de la mer, l'augmentation des coûts liés aux événements climatiques extrêmes, des coûts accrus en assurance, en dépenses énergétiques, et aussi des modifications des zones de production et de rendement agricole. Alors, c'est pour toutes ces raisons qu'il est nécessaire de se fixer des objectifs forts pour limiter les effets du changement climatique. Des objectifs à l'échelle globale. Alors, depuis la COP 21 de Paris en 2015, c'est-à-dire la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, un objectif commun a émergé mondialement. Limiter l'augmentation de la température à 2 degrés avec des efforts pour la limiter à 1,5 degré. Alors cet accord est effectivement juridiquement contraignant, mais certains pays comme les États-Unis sont d'ores et déjà sortis de l'accord et 5 ans plus tard, peu de choses ont évolué. Alors aussi, selon le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur l'étude du climat, le GIEC, il faudrait vraiment limiter l'augmentation de la température à plus 1,5 degré. Nous sommes déjà à plus 1 degré, pour éviter des changements irréversibles. Selon les experts, afin d'atteindre ces objectifs, il faudrait qu'en 2030, nous ayons diminué de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau des années 90. Or, en 90, l'humanité émettait 40 gigatonnes CO2 équivalent par an, et donc on aurait un objectif de 24 gigatonnes de CO2 équivalent par an en 2030. En 2018, malheureusement, nous étions déjà à plus de 50 gigatonnes CO2 équivalent par an. En 2050, il faudrait atteindre la neutralité carbone. Tout ce qu'on émet devrait être capté ou séquestré. Si on regarde plus précisément l'objectif horizon 2030, donc 24 gigatonnes CO2 équivalent par an pour 7,5 milliards d'habitants. Et si on considère que chaque homme ou femme sur Terre devra avoir le même budget CO2, eh bien cela veut dire qu'on devrait arriver en 2030 à atteindre 3,2 tonnes CO2 équivalent par personne et par an. Or, un Français, en 2020, c'est environ 11,6 tonnes CO2 équivalent. Pour atteindre cet objectif de 3,2 tonnes, il faudrait donc diviser nos émissions par 4, qu'on peut appeler le facteur 4. Alors, à titre indicatif, vous pouvez retrouver sur cette slide les différents postes de l'empreinte carbone d'un Français moyen en 2010. On verra donc les grands secteurs d'activité qu'on a déjà évoqués, hein, l'alimentation, les autres biens de consommation, les transports, les services publics, l'énergie, etc. Alors vous pouvez réaliser votre bilan carbone, il y a pas mal d'outils sur Internet qui vous permettront donc de voir comment vous vous situez par rapport à l'empreinte carbone d'un Français. Alors enfin, vous pouvez retrouver sur cette slide ce que l'on peut faire avec 3,2 tonnes CO2 équivalent. Alors attention, il suffit de faire une seule des choses suivantes.